C'est une belle journée parce que là, c'est festif. Là. Ça fait 4-5 jours que je me promène dans les médias. Mais là, on se parle entre nous. C'est plus simple. C'est moins, ça porte moins de conséquences. Je veux remercier les Amis de la Terre de nous recevoir pour cette petite rencontre. Les Amis de la Terre, pour moi, c'est presque une famille. Ça fait plusieurs années, depuis les années 90, que je collabore avec eux. Ils ont toujours été très, très sympathiques pour ce que je faisais. Alors, j'admire leur travail, qui est énorme ici à Québec. Ils sont tellement présents que quand on a fait l'Union paysanne, on n'arrivait pas à former un conseil de l'Union paysanne à Québec parce que les autres faisaient déjà tout le travail. Alors, merci de nous accueillir. Je veux remercier aussi la vie agricole, que peut-être certains ne connaissent pas, mais qui est devenu un médium très important, un médium indépendant dans tous les sujets qui touchent l'agriculture. C'est maintenant multimédia, d'ailleurs. Il y a un journal web très, très fréquenté, un journal papier et maintenant une télévision web également. Et c'est vraiment à travers ce médium-là que beaucoup de gens comme moi, peut-être Dominique aussi, tout à coup, on a eu de nouveau une tribune pour s'exprimer face à la situation qui n'évolue pas en agriculture. Ou si elle évolue dans le sens de l'agriculture productiviste, de l'agriculture de Monsanto, comme je dis souvent. C'est eux qui, avec l'Institut Jean Garon, qu'ils ont créé, et où travaille M. Jean Pronovo, c'est eux qui m'ont suggéré d'écrire quelque chose. Parce que j'avais commencé à collaborer, à écrire des articles de temps en temps dans la vie agricole. Et ils m'ont comme suggéré que peut-être, avec toutes les 40 ans de lutte que j'ai fait et d'expérience en agriculture, ça serait intéressant que je fasse quelque chose. Ils ne m'ont pas imposé de sujet, ils m'en ont suggéré au passage, mais finalement, c'est moi qui ai choisi de m'attaquer au monopole de l'UPA. Un choix qui est assez lourd de conséquences parce que on entend, quand on veut contester le monopole, l'UPA et aussi bien d'autres mondes disent, les politiciens nous répondent, « Ah, mais c'est pas une priorité, le monopole. Il y a bien d'autres priorités en agriculture. De toute façon, les agriculteurs s'accommodent fort bien de ce système-là. La preuve, c'est que 90% d'entre eux, librement, s'inscrivent comme membres à l'UPA. Et ça fait que les agriculteurs ont une force, une solidarité au Québec pour faire face à la mondialisation qui veut nous dévorer, etc. En réalité, dans ce discours-là, on oublie de dire beaucoup de choses qui sont extrêmement importantes. On oublie de dire que les agriculteurs adhèrent, oui, à l'Union des producteurs agricoles parce qu'ils n'ont pas le choix de toute façon, tu sais. La cotisation est obligatoire. Tant qu'à cotiser pour l'organisme, aussi bien être membre puis profiter des avantages, entre autres du droit de vote dans les assemblées, du droit de vote dans les assemblées des plans conjoints, parce que c'est le syndicat qui gère les plans conjoints. Alors, donc, il n'y a pas grand mérite à dire qu'il y a 90% des gens qui s'inscrivent comme membres de l'UPA. Et ce qu'ils oublient surtout de dire, c'est que le monopole syndical sur la représentation et aussi sur la mise en marché des produits agricoles, ça va toujours tout à fait ensemble. D'ailleurs, le monopole syndical a été créé pour assurer le monopole sur la mise en marché collective. Ça, c'est historiquement vrai. Alors, ça l'a permis à l'UPA de développer un pouvoir énorme sur tout le secteur agricole, sur toutes les institutions agricoles, sur toutes les instances gouvernementales agricoles, sur le ministère de l'Environnement,
sur le territoire agricole, parce qu'ils ont des droits de veto un peu partout dans le système municipal, dans le système des MRC, du zonage agricole. Ils occupent, les agriculteurs, 95% du territoire agricole. Donc, leur façon de pratiquer l'agriculture a des conséquences sur 95% du territoire habité au Québec, sur l'eau, sur la situation de l'air, de l'eau, de la faune, des milieux humides, des milieux forestiers, etc. Donc, c'est un pouvoir énorme, énorme, énorme. Et la mise en marché collective, qui est sous leur contrôle complet, c'est 6,5 milliards de produits agricoles par année qui passent par les agences de vente obligatoires de l'UPA, moyennant des prélevés. Donc, c'est une vache à lait monétairement en plus. Et avoir de l'argent, ça nuit jamais quand on veut contrôler. Alors, c'est donc que j'ai décidé de m'attaquer carrément au monopole à l'encontre de tous ces discours-là qu'on nous tient. Et j'ai décidé de le faire de façon systématique, de déconstruire le monopole, de montrer comment il fonctionne, comment historiquement il s'est imposé, comment juridiquement il est bétonné pour empêcher quiconque de le contester en cours, comment l'acceptabilité des agriculteurs est aussi sous contrôle, de sorte que personne n'a intérêt à se battre contre l'UPA, parce que tu ne gagneras pas. Il n'y a personne qui gagne contre l'UPA. Tout le monde a peur de l'UPA, les politiciens. Vous avez vu la danse, le cha-cha de Legault, là, de la CAQ ces derniers jours. C'est très significatif des politiciens sur le monopole. Ils vont tous nous dire en campagne électorale qu'ils ne toucheront pas au monopole, parce qu'ils ont peur de l'UPA. Alors, par ce livre-là, ça a l'air un peu ringard, là, que certains animateurs m'ont dit « Mais là, vous n'êtes pas tannés, là, depuis 20 ans que vous nous parlez de ça, puis ça ne change pas. Vous allez faire quoi, là, si ça ne marche pas cette fois-là? Vous allez vous suicider, vous allez abandonner, tourner la page, etc. » Non, moi je reviens là parce que ça n'a pas changé justement et parce qu'il y a des pressions de plus en plus grandes, par contre, du côté des jeunes producteurs qui inventent une nouvelle agriculture du futur, qui inventent un début de transition écologique dans l'agriculture. On est déjà 10 ans en retard là, sur l'Europe à ce point de vue-là, beaucoup de pays européens, parce qu'on est verrouillés, nous autres là, ici, là. Alors, dans ce sens-là, je pense qu'il y a des éléments nouveaux qui peuvent jouer en faveur de cette remise en question-là. Et il y a M. Pronovo, qui, après avoir fait un travail de professionnel, mais très indépendant dans tout le travail de la commission, et dans un rapport que je n'ai pas encore, à part les gens de l'UPA, j'ai encore entendu personne en 10 ans qui n'ait pas dit que c'était un rapport exceptionnel, un des rapports les plus remarquables de toutes les commissions qu'il y a eu au Québec, équilibré, pas exagéré, pas radical, opérationnel, qui garde toute son actualité. Alors, M. Pronovo qui met, cette fois-ci, tout son poids dans cette nouvelle campagne-là contre le monopole. Je pense que ça vaut la peine d'essayer. Moi, tout à l'heure, j'avais 5-6 jeunes autour de moi. Là. On discutait avant le début. C'est tous des jeunes qui s'intéressent à ces sujets-là, qui veulent faire de quoi. Ce monopole-là empêche les jeunes actuellement de rénover l'agriculture, de rénover l'occupation du territoire au Québec, empêche la transition écologique, empêche la diversification de l'agriculture, empêche l'agriculture de proximité de prospérer, parce que toutes les politiques agricoles, que ce soit le financement de l'agriculture par l'ASRA selon les volumes de production qui jouent en défaveur de tous ces jeunes-là, que ce soit les quotas,
et la mise en marché collective qui est extrêmement rigide, qui ne veut pas ouvrir aucune marge de production hors quota pour permettre une mise en marché en circuit court, permettre un développement des produits de niche plus compétitifs et tout ça, que ce soit le zonage agricole qu'on a... sur tous ces sujets-là, les propositions du rapport Pronovo étaient extrêmement équilibrées, intelligentes. Le zonage agricole modifier certaines choses dans la gestion de la protection du territoire agricole pour permettre un plus grand accès aux terres et à la zone agricole pour des nouvelles formes d'agriculture qui ne demandent pas d'avoir une terre de 100 hectares là, avec 2, 3 hectares, 1 hectare. Tous les nouveaux, Jean-Martin Fortier, Dominique, Anne-Phil, tout ce monde-là, produisent des revenus plus que respectables avec 1 hectare, avec les nouvelles techniques. Sauf que si tu veux faire un projet d'1 hectare, tu vas avoir beaucoup de misère à trouver une terre parce que tout morcellement d'une terre agricole est interdite dans le zonage agricole. Et si jamais tu t'en trouves un morceau qui n'était pas déjà intégré dans une unité plus grande, on te refusera l'autorisation de te bâtir. Nous autres, à côté de moi, j'ai un jeune berger là, qui a 200 moutons, qui fait une production très, très de niche et qui vend aux grands hôtels ici à Montréal. Il a acheté une terre. Il est obligé de rester dans une petite maison mobile qui a failli partir au vent la première hiver parce qu'on lui refuse de se bâtir. T'sais. On connaît Jacques Legros, tous les gens qui avaient des tables champêtres, Jacques Legros sur l'île d'Orléans, qui se sont fait saboter toute leur affaire. Il y a plein de choses comme ça, débiles, et des terres en jachère, des terres abandonnées dans les régions. Il y en a de plus en plus, et personne ne peut les occuper à cause d'une gérance du zonage agricole qui n'est pas intelligente, au cas par cas, mal faite, et sur lequel l'UPA met un veto absolu. Quiconque veut toucher à ça, c'est une levée de bouclier. Et même les grands écologistes comme Stephen Guilbeault, Karel Méran, tout ce monde-là se garoche à côté de l'UPA, ces tribunes, pour appuyer la protection des terres agricoles, pour appuyer la gestion de l'offre, pour appuyer le sauvetage des campagnes, alors que le pire ennemi des campagnes ces dernières années, ça a été l'agriculture de productiviste que soutient l'UPA, puis les politiques agricoles qu'on a là. On est rendu à ce niveau-là d'absurdité. Alors là, moi, je pense qu'il faut faire un appel au grand public. Ça nous coûte très cher comme peuple et comme pays actuellement d'endurer cette situation-là. Et il faut que le monde se réveille et dise que ça n'a plus de bon sens, cette affaire-là. Ça l'a fait son temps. T'sais. Alors voilà un peu ce que j'essaye de faire avec ce livre-là. Je veux juste faire un dernier remerciement que je fais très rarement, mais que je veux faire cette fois-ci. C'est envers ma femme. qui est non seulement ma conductrice, ma lectrice, mais qui est aussi, en plus d'être ma femme, bien sûr, ma recherchiste et mon ange gardien, parce qu'à mon âge, c'est pas toujours facile de me déplacer, c'est pas toujours facile de tout prévoir, et c'est clair que je ferais pas la moitié de ce que je réussis à faire à gauche, à droite comme intervention si elle n'était pas là. Alors, merci.